Bonsoir à tous, bienvenue au 19h45 édition de ce lundi 17 mai 2021. Voici tout de suite les titres. Lutte contre le grand banditisme et la criminalité dans la ville de Douala. 11 présumés malfrats ont été interpellés par les éléments de la police divisionnaire. Il s'agit de personnes qui sont spécialisées dans la grande consommation des drogues fortes. Selon la Constitution de l'État assure la protection des minorités et préserve le droit des populations autochtones. Sur le plan pratique, que prévoit la loi? On en parle dans ce journal. Et puis à l'étranger, Soudan, la révolution et les pouvoirs publics s'élèvent. On parle d'espoir déçu pour le moment. Voilà pour les titres. De votre fidélité au 19h45. Merci. Nous sommes lundi 17 mai 2021. On démarre ce journal par ce fait de société. On parle donc de 11 présumés malfrats qui ont été interpellés par les éléments de la police judiciaire pour ce qui est de la région du littoral. Ces 11 présumés malfrats ont été donc surpris en flagrant délit. Ils sont spécialisés dans la forte consommation des drogues et autres chanvres indiens. Nos reporters Patrice Foucault et Jean Jemayena nous en disent un peu plus. C'est le commissariat du 9e qui a localisé le lieu de repère de ces présumés malfrats au quartier d'Eido, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, et la division régionale de la police judiciaire du littoral qui a démantelé ce vaste réseau de consommation et de commercialisation des drogues fortes. Nous avons fait un reblâchement. Nous avons motivé 11 individus dans un domicile. C'est-à-dire, c'est comme si dans un bouc où ils sont essentiellement rentrés dans ce bouc pour se livrer à la consommation du cannabis, à la vente de la cocaïne, en tout cas les fautes. La perquisition dans leur bunker a permis d'interpeller ces 11 jeunes présumés bandits et de saisir 550 filons de cannabis et 129 filons de cocaïne. On est venu m'arrêter. Le lendemain, on devait me rapprocher auprès des autorités qui dénonçaient le fameux dealer. Mais avant le lendemain, ils sont venus m'arrêter, les taper. Là aussi, les Simanais, on ne comprend pas. Même me laisser appeler la famille, rien. Là aussi, là, je n'ai même pas parlé. Bon, oui, je le connais parfaitement. C'est l'endroit, par excellence, où ces individus se regroupent pour préparer leur coup et leur sale besogne. Après des années, après avoir consommé ces cannabis, leur drogue forte, nous rentrons dans un quartier environnement, se mettent à récumer les populations. Vous avez vu que parmi les objets que nous avons saisis, vous avez vu des pièces de moto. C'est comme ça, ils ont transformé cet endroit à un garage de moto parce que c'était des endroits où, quand on arrache les motos aux citoyens, c'est là où ils s'en vont déposer les motos pour aller les revendre. Et comme c'est le cas, en pareille circonstance, les feux limiers de la PJ invitent les populations à plus de collaboration avec les forces de pour attaquer ces malfrats jusqu'à leur dernier retranchement. L'endroit où c'est là aussi, c'est pour consommer à partir des quartiers. Au-delà, on les appelle les microbes. On a appelé les microbes. Les populations doivent céder la police. De ce que je veux, il faut que les gens soient vigilants. Par la suite, je ne sais pas, la police ne peut pas se travailler sans que tendant à mettre la main sur le cerveau le dealer, certains commis à ces 11 présumés seront déférés devant le tribunal compétent.
devront donc répondre devant les juridictions compétentes. Lutte contre le désordre urbain à Tuba, l'exécutif municipal est descendu sur le terrain. Objectif, conduire les travaux des opérations de déguerpissement engagées récemment au profit des chantiers engagés. Frédéric Moutomé, Israël Georgito. Ces étals et autres comptoirs de fortune ainsi hérités en marche de station à la commune de toute région du nord-ouest du Cameroun. Étudiants sont occupés. Et étals doivent être détruits. La décision est celle de l'organe délibérant de la commune de Touba qui, par délibération, entend lutter par tous les moyens contre le désordre urbain dans cette municipalité. Seulement, la décision n'est pas du goût de ces commerçants de fortune, principalement des étudiants de l'université de Bambili, qui essayent, à travers ces activités de petits commerces, de joindre leurs deux bouts et d'avoir leur pitance quotidienne en dehors des heures de cours. Pour le maire de la commune de Ntouba, la route conduisant de Bambili à l'entrée de l'université de la localité ne saurait se transformer en cuisine géante. Seul le plan de développement de la commune a droit de citer et permet l'érection ou non de quelques constructions que ce soit. Vous êtes d'accord avec le conseil de Touba que nous sommes ici sur un site en chantier qui a malheureusement été envahi par des occupants de toutes sortes, surtout les étudiants de l'université de Bambili à Bamenda qui se sont liés en opérateurs économiques prenant du même coup la route en otage avec leur petit commerce, chose qui est inacceptable dans une cité en construction comme la nôtre. L'opération de déguerpissement entreprise par la mairie de Ntouba vise principalement à donner la possibilité aux entreprises adjudicateurs de mener à terme et dans les délais les chantiers d'embellissement routier pour ainsi offrir une meilleure mobilité de la population en Ntouba. Les chantiers non engagés ici ne pouvaient plus se réaliser ou être exécutés normalement. Les responsables des entreprises en charge de ces projets nous ont appelés à l'aide pour libérer les emprises. Je suis descendu plusieurs fois ici pour inviter les occupants à partir du site. Au mieux, la mairie a même proposé de les reloger ailleurs, ce qui leur permettrait d'être reconnus et donc pour la mairie de percevoir des impôts locaux. Ces derniers ont refusé cette offre et sont restés sur le site. Quant à ces opérateurs économiques de fortune, le maire les invite à plus de civisme et à se rapprocher de ses services compétents. Je vous ai saisi cette opportunité pour dire aux étudiants, vous êtes ici pour acquérir le savoir-faire et le savoir-être. Vous êtes le futur leader de ce pays. Si vous ne pouvez pas être discipliné aujourd'hui, alors votre futur sera émaillé de nombreuses difficultés. Alors rapprochez-vous de la mairie. Si vous sentez le désir de faire le business en plus de vos études, la mairie vous accompagnera. Après la tension, place au dialogue entre l'exécutif municipal de Touba et les occupants de la voie publique dans cette municipalité qui ont à terme trouvé un terrain d'entente à la fois pour le bien financier de la mairie, mais aussi pour l'épanouissement de cette jeunesse estudiantine et des brouillardes. En société, un parfum de détournement de fonds publics se fait ressentir en ce moment même à la commune de l'arrondissement de Mélan. Nous sommes là dans le département du Mungo, réunis en session ordinaire afin d'adopter les comptes administratifs. La situation a dégénéré, des cas ont été relevés, ce qui aura permis aux conseillers municipaux de se mettre dans un autre état. Heureusement, le préfet du Mungo y était afin de calmer les ardeurs. Château Valenren et Jean Jemeyedna. C'est dans un climat de tension, dû à une crise interne, de détournement des fonds publics et de faute de gestion de certains cadres, parmi lesquels le receveur municipal de la commune d'arrondissement de Mélan, que les travaux de la session ordinaire du conseil municipal consacré à l'examen et à l'adoption du compte administratif
et de gestion du receveur municipal se sont déroulés. Quand il y a 1000 francs, moins 5 francs, ce n'est plus 1000 francs, c'est 900 et poussières. Donc, nous avions eu un manquement assez considérable par rapport à nos projets qu'on aurait dû réaliser. Mais je suis toujours optimiste dans la mesure où il n'est jamais trop tard. Le préfet est un béni de Dieu qu'on nous a envoyé, parce que la tension qui était, il nous a retiré tout ça dans les cœurs. On ne doit pas crucifier l'un et laisser l'autre, comme Jésus avait dit. Dans son discours de circonstance, le maire de Mélon a dressé le bilan des projets réalisés et ceux en cours de réalisation au cours de l'année dernière, impactés considérablement par la pandémie à coronavirus, avant de dégager les perspectives d'avenir, notamment le début imminent de la construction de la place des fêtes de Mélon, les travaux d'assainissement du marché, la réhabilitation de la route, Carrefour Poste, quartier Yaoussa et bien d'autres. L'aménagement des tronçons aussi, l'aménagement des rues, des plantations, tout ça qui ont été refaits, qui permettent aux cultivateurs de sortir facilement leurs produits de plantation. Le maire a pensé à ça et puis ces populations, ces commerçants planteurs sont vraiment contents. Il a fabriqué beaucoup de tables banques pour des écoles dans la localité de Mélon et plus dans les villages. Il a remis des paquets minimums aux directeurs de tout l'arrondissement de Mélon. Et au niveau du plan sportif, vraiment il a fait réunir la ville de Mélon parce que là, chaque week-end, les gens sont passionnés du foot ici à Mélon. Le compte administratif 2020 de la commune de Mélon a été adopté en recette à la somme de 821 745 515 francs CFA et en dépenses à la somme de 779 721 163 francs CFA. Des performances qui retracent l'exécution du budget de la mairie de Mélon pour l'exercice 2020, arrêté en recettes et en dépenses la somme de 1,278 750 000 francs CFA. Des performances saluées à leur juste valeur par le préfet du Mungo qui a pris part aux 10 travaux. Donc cette pandémie a impacté l'économie de la commune, mais toutefois la commune a fait preuve de résilience. Elle a pu atteindre son budget à hauteur de 65% et a réalisé les principales missions visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Et au cours de cette session, Yves Bertrand Noenzana a instruit à certains cadres véreux de ne pas prendre en otage les recettes de la commune, qui en réalité favorisent l'essor de la municipalité, impulsé par le chef de l'État pour un Cameroun prospère et émergent. Contre le détournement des deniers publics, l'enquête prescrite par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, semble sur les rails. En effet, plusieurs membres du gouvernement pointés sur le doigt ces derniers temps ont répondu présent. Ces membres du gouvernement étaient devant le juge d'instruction du tribunal criminel spécial ce jour. Frédéric Montomé. L'affaire fait grand bruit sur la une des publications de ce lundi. La gestion des fonds Covid, objet de prévarication, de détournement par les membres du gouvernement. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux sont entendus depuis ce lundi au tribunal criminel spécial dans le cadre d'une enquête judiciaire instruite au premier chef par le président de la République Paul Biya, qui voudrait voir plus clair dans la gestion des plus de 180 milliards de francs CFA mis à la disposition dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Et selon des informations dignes de foi, des membres du gouvernement entendus au tribunal criminel spécial figurent en bonne place Chief Dr Joseph Dion Gouté, Premier ministre chef du gouvernement, mais aussi le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. Plusieurs autres membres du gouvernement
sont également dans la mire du TCS. On peut citer entre autres Paul Atangandi de l'administration territoriale, le docteur Madeleine Chouente de la recherche scientifique et de l'innovation, de René Emmanuel Sadi de la communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement, de Magari Belobouba, ministre d'État en charge du tourisme et des loisirs, de Pauline Irène Guéné des affaires sociales, du professeur Marie-Thérèse Abénan-Ondoa de la promotion de la femme et de la famille, de Gabriel Dodondoké des mines et du développement technologique, Dr Basili Keng Achille III, des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, et quelques-uns de leurs assimilés. Précisons que cette enquête judiciaire, qui aboutit certainement à ces auditions, a été précédée par un rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun et qui avait même fait l'objet d'une guerre épistolaire entre Ferdinand Gongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République par ailleurs, à la tête de la Task Force anti-Covid-19 créée et portée sous sa supervision, et le ministre d'État, ministre en charge de la justice, Laura Esso, autour des preuves qui conduiraient à l'ouverture d'une véritable enquête, comme c'est le cas avec ces auditions au tribunal criminel spécial. On attend d'en savoir davantage. Parlons à présent de toute autre chose. Et selon la constitution camerounaise, l'État rassure donc la protection des minorités et préserve le droit des peuples autochtones. Mais sur le terrain, en termes de cas pratiques, on observe que les peuples autochtones sont de plus en plus marginalisés. Pourquoi? Réponse avec Patrick Voyant. Les droits des populations autochtones sont des valeurs fondamentales qui urgent de préserver pour le bien de l'environnement, dont la sécurisation des terres demeure une priorité. Dans le bassin du Congo, il y a beaucoup de projets qui vont dans l'occupation des espaces traditionnels ou traditionnellement occupés par les peuples autochtones pour la chasse, pour l'élevage, pour la cueillette. Et sur ces différents espaces, on a beaucoup d'acteurs qui sollicitent en ce moment, notamment sur les questions minières, sur les questions forestières. Et si les peuples autochtones ne sont pas pris en compte dans ces différents projets, cela va sûrement amener la perte de la culture des peuples autochtones. Dans le bassin du Congo, la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers ne peut être efficace que si les peuples autochtones sont suffisamment sensibilisés. On est donc pour mission d'être le porte-parole pour faire du plaidoyer auprès des États, pour faire des notes de position auprès des organisations de conservation des entreprises forestières et même des entreprises minières. Donc les différents États sont nos principaux partenaires avec qui nous discutons, main dans la main avec les autres organisations. Au Cameroun, les difficultés des peuples autochtones sont de plusieurs ordres. La difficulté d'être reconnu, c'est-à-dire avoir un acte de naissance, avoir une carte nationale d'identité. Nous voulons que la plupart des jeunes de notre localité doivent avoir ces processus parce que si vous n'avez pas cela, premièrement, vous ne pouvez pas fréquenter, vous ne pouvez pas poser un concours parce que vous manquez vraiment de quoi s'établir cette carte d'identité. C'est donc tout naturellement que le réseau des populations autochtones et communautés locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale vont au secours des populations autochtones. Nous n'allons pas bénéficier de grand chose parce que pour nous en tant que Baka, la forêt est comme un supermarché. Je m'explique lorsque je dis supermarché. Dans la forêt, vous retrouvez des champignons, vous retrouvez des animaux que vous consommez, vous retrouvez des chenilles. Et la forêt nous permet aussi de nous soigner parce que nous avons là-dedans certaines espèces d'arbres que nous prenons des écorces, nous prenons des feuilles que nous faisons bouillir et nous buvons. Lorsque nous parlons de coronavirus, nous avons aussi une recette que nous faisons et que nous buvons dans. La constitution en vigueur au Cameroun stipule dans son préambule, je cite, « L'État assure la protection des minorités et préserve le droit des populations autochtones conformément à la loi. » En pratique, ces dispositions n'assurent en rien aux peuples autochtones de jouir des mêmes droits que les autres citoyens. À présent, le Cameroun célèbre le 20 mai chaque année, et ce depuis 1972, l'occasion pour les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de célébrer l'unité, la cohésion sociale. Mais comment est-on arrivé là? Frédéric Moutomé nous en dit plus.
L'unité nationale se vit au Cameroun depuis les années 1972. Après la réunification du Cameroun anglophone et du Cameroun francophone, le besoin de bâtir une nation unie s'est imposé aux dirigeants de l'époque malgré les velléités et autres hostilités rencontrées dans divers coins du pays. Les Camerounais, dans le grand ensemble, manifestent depuis ce temps la volonté de s'unir autour des idéaux communs pour la construction d'un État plus fort et plus dynamique et où le bilinguisme pourrait être un atout pour le développement. Une motivation majeure pour les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest qui optent pour l'État unitaire lors de la consultation référendaire du 18 mai 1972. Le Cameroun, en acceptant à 99,9% l'État unitaire, la jeune nation que conduit Ahmadou Babatoura Ahidjo devient un État totalement uni. La mutation historique s'accompagne d'importantes transformations des symboles du pays. Au niveau du drapeau, aux couleurs vert, rouge et jaune, l'on note certains changements, à savoir les 2 étoiles jaunes de la bande verte symbolisant les 2 États fédérés qui fusionnent sur la bande rouge en une seule et unique étoile qui marque l'État unitaire. D'autres illustrations de l'État unitaire sont entre autres la présence d'un seul chef d'État, la mise en place d'un gouvernement avec en prime la formation d'un unique parlement. Cette unité mise en avant par le tout premier président du Cameroun, Ahmadou Babatoura Ahidjo, a été pérennisée par son successeur Paul Biya qui prend le pouvoir officiellement le 6 novembre 1982 après la démission de son prédécesseur et celui-ci ne manque pas de poursuivre le processus d'unification du pays. En 1984, le président Paul Biya transforme la République unie du Cameroun en République du Cameroun. Cette autre mutation consolide davantage les acquis historiques et c'est une véritable nation que le chef de l'État, Paul Biya, dirige depuis lors, soit 40 ans, pratiquement la magistrature suprême. La célébration de la fête du 20 mai, symbolisant l'unité nationale, est donc le lieu pour l'ensemble du peuple camerounais de se retrouver, de se mobiliser autour des mêmes idéaux, à savoir l'intégration, la cohésion, la concorde, la patrie et surtout le vivre ensemble. Un séjour à la communauté internationale ce lundi 17 mai 2021 pour célébrer la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Le Cameroun qui est classé parmi les pays homophobes après la condamnation à 5 ans de prison de 2 citoyens camerounais accusés de tentative d'homosexualité. Mais la loi, vous dites Charles Fisselanguet, est formelle. Dans son article 457 bis, condamne fermement l'homosexualité. Il y a quelques semaines, dans la ville de Douala, 2 jeunes Camerounais prenaient la sentence de 5 ans de prison, suivie d'une amende de 200 000 francs CFA pour tentative d'homosexualité. Ce verdict rendu par la justice camerounaise provoquera un grand débat dans les chaumières où chacun donnait son avis sur la question. L'opinion étant divisée, c'est finalement la justice camerounaise qui entrera dans le box des accusés, cette fois jugée par l'opinion internationale qui l'accuse de ne pas respecter les chartes de la justice internationale qui prônent sur les libertés, y compris celles sur l'orientation individuelle sexuelle de chaque être humain. Pourtant, la loi camerounaise est on ne peut plus claire sur le cas de la pratique homosexuelle sur son territoire. Dans son article 457 bis, l'homosexualité est prohibée par nos lois et semble d'ailleurs très sévère face aux contrevenants. En ce jour du 17 mai, journée de célébration contre l'homophobie, le Cameroun, qui fait partie des pays qui interdisent cette pratique, est au centre des attentions qui tentent de le qualifier de pays homophobe à tort ou à raison. Pourtant, les traditions camerounaises, par ailleurs, sont encore loin d'accepter ce qui est considéré pour plusieurs comme une abomination et pour d'autres comme une aliénation, alors que sans le vouloir, la culture LGBT fait son quotidien dans les rues des grandes capitales. Nous prendrons pour exemple cette paire de babouches sport vendue ici au marché Nkolulun à Douala, dont les couleurs s'apparentent bien au drapeau brandi lors des caravanes de la Gay Pride. Avec les griffes, tout ça, on ne connaît rien. On vend seulement les babouches, les marques qui fabriquent ces produits, mais on vend seulement pour nous. On paye, on ne connaît rien sur le but. Plus loin, on soupçonne déjà des lieux de loisirs fréquentés par les communautés LGBT, visiblement très actives dans nos villes et parfois bien connues. Force est donc ici de constater la tolérance et la clémence que peuvent souvent bénéficier de ses concitoyens malgré le choc qu'ils provoquent souvent auprès des autres qui restent pantois sur leur choix de vie. À chacun son choix, mais force revient à la loi qui condamnera l'homosexuel, mais aussi une violence faite contre un homosexuel puisque comme chaque individu, il jouisse, comme tout autre, d'une présomption d'innocence. Mais aussi, nul n'est censé se faire justice. C'est donc la loi. Elle est dure, mais c'est la loi.
La journée mondiale des télécommunications s'est également célébrée ce jour sous le thème accélérer donc l'accès numérique en ces temps difficiles. Pour cette édition 2021, le Cameroun et bien d'autres pays ont reconnu l'urgence, l'importance de ces télécommunications dans les MPIC. Irène Mono. Depuis 1969, la Journée mondiale des télécommunications est célébrée chaque année, 17 mai, marquant la création de l'Union internationale des télécommunications en abrégé UIT. La signature de la première convention télégraphique internationale en 1865. À titre de rappel, la première journée a eu lieu le mercredi 17 mai 2006. Célébré ce lundi 17 mai 2021 sous le thème « Accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles », la crise liée au Covid-19 a non seulement souligné le rôle essentiel que jouent les technologies de l'information et de la communication afin d'assurer la continuité du fonctionnement des sociétés. Elle a aussi mis en évidence les inégalités flagrantes entre les pays et au sein des pays dans le domaine du numérique. Dans le même temps, la pandémie de Covid-19 a souligné combien il est urgent d'accélérer la transformation numérique et de progresser en vue d'atteindre les objectifs et les cibles. L'édition de 2021 de cette journée offre la possibilité de continuer de stimuler la transformation numérique en promouvant des stratégies nationales relatives au développement des technologies de l'information et de la communication. Cette journée contribue également à sensibiliser l'opinion aux perspectives couvrent l'utilisation de l'Internet et de la technologie de l'information, de la communication dans les domaines économiques et sociaux, ainsi qu'aux façons de réduire la fracture numérique. Le registre des célébrations depuis 2005, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour commémorer la journée mondiale contre l'hypertension, l'occasion pour les pouvoirs publics et surtout les ministères de tutelle qui sont les ministères de la santé publique partout dans le monde d'interpeller les populations à plus de vigilance parce que l'hypertension tue. John Pitonka. Créée par la Ligue mondiale contre l'hypertension en 2005, cette journée a pour but de mieux faire connaître la maladie et les problèmes qui l'entourent. La sensibilisation à l'hypertension est considérée comme extrêmement importante. L'hypertension, il faut le savoir, est une affection artérielle au cours de laquelle la pression artérielle s'élève à un niveau élevé par rapport au niveau normal. Il s'agit d'un état pathologique appelé tueur silencieux car il ne montre aucun symptôme clair, mais l'hypertension sévère présente des symptômes tels que maux de tête, somnolence, palpitations, vision trouble, fatigue, vertige, confusion, sensation de bourdonnement dans les oreilles, difficultés respiratoires, rythme cardiaque irrégulier qui peut même conduire au coma. Il se divise en deux types, l'un primaire et l'autre secondaire. Autre précision et pas de moindre, c'est que la maladie est héréditaire. La journée mondiale de l'hypertension est célébrée chaque année depuis 2005 pour diffuser le message du maintien d'une tension artérielle normale auprès du grand public. Selon les statistiques, environ 4 personnes sur 10 souffrent d'hypertension dans le monde et plus d'1,8 milliard de personnes dans le monde en souffrent. Et la chose la plus surprenante est que 50% d'entre elles ignorent totalement leur état et certaines d'entre elles, conscientes de leur état, ne prennent aucune mesure médicale pour leur tension artérielle. L'objectif est donc clair, motiver le public au contrôle régulier de sa tension artérielle, encourager les personnes souffrantes à se faire consulter, encourager les agents à abandonner les mauvaises habitudes, comme boire de l'alcool, des régimes gras, des aliments frits et épicés, le tabagisme, l'obésité ou même le surpoids. Tellement de choses importantes à faire, car la santé n'a pas de prix et mieux vaut prévenir que guérir. En religion, la fête de Ramadan joue les prolongations au 19h45. Les femmes de l'association Yakamata ont fait parler leur cœur. En effet, elles étaient aux côtés des pensionnaires musulmans, chrétiens, catholiques et protestants de la prison principale de Nkonsamba afin de remettre d'importants dons. Jean-Jamais Yagma, Château-Vallon-Reine. Après l'étape des enfants orphelins et des familles démunies qui ont reçu des pagnes et des denrées alimentaires pour une fête
De la fin du jeûne du mois de Ramadan en beauté, l'association des femmes Yakamata était cette fois aux côtés des pensionnaires musulmans, chrétiens catholiques et protestants de la prison principale de Nkonsamba. Je suis vraiment très ému d'avoir accompli ce petit geste du cœur. Et ce qui m'émeut le plus, c'est que le fait d'avoir accompli ce petit don à la fin de ce mois sacré. Parce que je n'étais pas bien dans ma tête. Je me disais que le mois va finir, on n'a pas pu assister nos frères détenus ici à la prison centrale de Nkonsamba. Et on les a prouvé que nous sommes de tout cœur avec eux. Fidèles à leur tradition, avec une main toujours posée sur le cœur, les femmes Yakamata de Nkonsamba sont venues manifester leur soutien et solidarité envers leurs frères et enfants privés de liberté, en leur offrant du repas déjà concocté, des denrées alimentaires et des produits de première nécessité pour une bonne fête de Ramadan et d'Ascension. On a fait ce geste à tout le monde, aux musulmans et aux non-musulmans, puisque c'est le Yakamata, c'est le vivre ensemble. C'est une association pour le puni et nous sommes aussi heureux d'avoir aussi certains abonnements des associations aujourd'hui qui font la même chose que le Yakamata. Le don est composé de tout, un peu du riz, du savon, des petites babouches pour faire les ablutions, et du sucre, des petits vêtements aussi, des savons, il y a aussi les médicaments, le paracétamol, et quelques draps de lit aussi. Et les nourritures déjà préparées. C'est le partage, puisque ça c'est le mois de sacrifice, c'est le mois de partage. C'est ça la signification de ça, de cet geste, de ce don que nous sommes venus à la prison de Nkonsamba ce jour, de nos détenus, nos frères musulmans, nos enfants musulmans, et d'autres enfants chrétiens. Donc c'est pour musulmans et chrétiens. On ne distingue pas la religion. En souhaitant la bienvenue à cette dame au grand cœur dans ce pénitencier, le régisseur de la prison principale de Nkonsamba et les prisonniers bénéficiaires ont dit un grand merci aux femmes Yakamata pour ce geste de générosité. Nous savons que le contexte est un peu difficile quand des groupes comme ça, des associations font les efforts de nous soutenir le niveau pénitentiaire dans des moments aussi cruciaux que le jeûne de Ramadan. Cela ne peut qu'être apprécié. C'est un geste parmi tant d'autres, venant de l'association directement ou venant du porteur de l'association, parce que pour nous tous qui entendons le groupe Yakamata, nous savons très bien qui est caché derrière le groupe. Nous savons que c'est le maire de Nkonsamba premier, El-Haj Oumarou, qui ne manœuvre sur aucun moment quand il s'agit du niveau pénitentiaire pour l'assistance. Et nous disons grandement merci. Nous remercions beaucoup l'association Yakamata d'avoir pensé à nous, surtout dans ce mois béni, c'est le mois du Ramadan. Nous vous remercions beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous soutient dans vos besoins. Et Allah, le Père suprême, sera vraiment vous récompenser de ce grand geste. Parce que nous ne pourrons jamais traduire la fierté que nous avons. Par contre, nous sommes rassurés et très fermement que les anges dans le ciel, par les applaudissements, sont en train de célébrer en ce moment la grande gloire céleste. C'est dans une ambiance plutôt festive et de partage que les détenus musulmans et chrétiens de la prison principale de Nkonsamba et les femmes Yakamata se sont séparés. En finale, les cotonculteurs se sont imposés face à l'équipe d'ASC Djaraf de Dakar. La rencontre s'est tenue au stade de Roundé Adja de Garoua. John Pitanka. The ball kids on the referees.
Coton Sport de Garoua a pris une option sérieuse avant son déplacement à Dakar. Les cotonculteurs sont venus à bout de l'association sportive et culturelle Djaraf pour le compte des quarts de finale aller de la Coupe de la CAF sur le score d'un but à 0. Cross comes in and there we have it, folks. What a wonderful goal by Coton Sport, and it's that man. Les poulains de Souleimanou Aboubakar vont très vite afficher leurs ambitions dans la partie 7e minute. Ils vont même trouver la balle transversale. Une première alerte qui va obliger les Médinois à sortir le grand jeu. Nous, on a fait le match qu'on voudrait faire à un certain moment du match, surtout les 20 premières minutes. Après la 25-26e minute, on était obligé de jouer en inversion numérique. Après 2 cartons de notre axe central, on a essayé de gérer avec un militaire derrière jusqu'à la mi-temps. On a sorti un de nos excentrés, Mokhtar Ndiaye, pour faire entrer Sega Sissoko pour qu'on joue avec un vrai axe central. Ce qu'on a fait, on a géré. Et le score jusqu'aux dernières minutes, on a encaissé un but. Il faut féliciter l'adversaire. L'excès d'engagement, la nervosité et la multiplication de fautes par les visiteurs va les réduire à 10 après 37 minutes de jeu. Mais le club sénégalais, malgré son infériorité numérique, va faire douter Coton Sport de Garoua jusqu'à l'ultime minute où Lambert Arenangueme permet aux représentants camerounais d'arracher une victoire grâce à un but du pointu du pied. Coton Sport remporte la première manche dans la douleur, mais doit terminer le boulot dimanche prochain pour obtenir un ticket pour les demi-finales. Nous avons insisté et ma foi, notre façon de faire a toujours encore créé, c'est-à-dire un ballon sur le côté et une reprise de volée dans le filet. Et voilà, ça a été toujours notre point fort. Maintenant, il faut aussi avouer que ce n'est qu'une première partie, parce que la qualification, il faut aller la chercher au Sénégal. Donc, nous irons vraiment, cette fois-là, c'est nous le commando. Nous irons en commando. Dans les autres rencontres des quarts de finale dans la compétition, Orlando Pirates de l'Afrique du Sud a été accroché à domicile par le Raja Club Athletic, un but partout. Le CS Faxieng est tombé à domicile 0 but contre 1 face à la JS Kabylie et Pyramids FC d'Égypte a laminé Enyimba du Nigeria sur le score de 4 buts à 1. L'actualité internationale nous conduit au Soudan où la situation sécuritaire est de plus en plus inquiétante. Tenez, les espoirs et la révolution sont carrément déçus. TV5 monte. La justice traîne au Soudan pour les morts de la révolution et leurs familles. À la nuit tombée, mardi dernier, des dizaines de personnes sont venues se rappeler au bon souvenir des autorités devant le QG de l'armée. Nous accusons Mohamed Hamdan Daglo, son frère et la milice des forces de soutien rapide d'avoir dispersé la manifestation dans le sang et la destruction. Le général Mohamed Hamdan Daglo, que les familles interpellent, le voici à l'époque, commandant des forces de soutien rapide, une milice redoutée au service du régime. C'est elle qui chasse les centaines de militants pro-démocratie installés depuis des semaines devant le QG de l'armée. 128 morts au moins. Rappel à la réalité brutale pour le printemps soudanais, déclenché fin 2018 par le triplement du prix du pain. L'appareil sécuritaire va cependant réagir. Pour se préserver, il prend ses distances avec le vieux dictateur. Omar el-Béchir est écarté après 30 ans de pouvoir. Mais l'armée a refusé de le livrer à la Cour pénale internationale qui demande à le juger pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. L'ancien milicien Mohamed Hamdan Daglo est aujourd'hui numéro 2 de la plus haute instance exécutive du pays. Le gouvernement, lui, est dirigé par un économiste désigné par l'opposition, Abdallah Hamdok. Cette formation vise à éviter l'effondrement du pays. En octobre 2020, le gouvernement a signé la paix avec les anciens groupes rebelles. 2 ont décliné. Au plan international, Washington a retiré le Soudan de sa liste des États terroristes. L'optimisme est né de l'espoir d'une vie meilleure est cependant retombé. La crise économique reste une réalité.
Les autorités sont plus que jamais en quête de soutien financier. National et international. Merci infiniment à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui se sont mobilisées. Prenez rendez-vous aventurons avec Frédéric Montomé dans le cadre de son émission Tout au clair. Restez en compagnie de nos programmes qui s'enchaînent naturellement et que Dieu bénisse le Cameroun.